Faut-il investir dans l'entreprise Berkshire Hathaway et surtout à quel prix? Ce sont les deux questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans cette vidéo, mais juste avant, on te présente l'entreprise. Eva, c'est à toi. Berkshire Hathaway. C'est l'une des entreprises les plus emblématiques au monde, dirigée par le légendaire investisseur Warren Buffett. Fondée en 1839 comme une société textile, elle s'est transformée au fil du temps en un conglomérat multinational présent dans des secteurs variés, allant des assurances à l'énergie, en passant par le transport ferroviaire, la distribution et même la production industrielle. Les activités de Berkshire Hathaway se divisent principalement en trois grandes catégories. Les assurances, avec Geico et Berkshire Hathaway Reinsurance, les infrastructures, notamment à travers BNSF Railway et Berkshire Hathaway Energy, et enfin les investissements, où elle détient des participations dans des entreprises comme Apple, Coca-Cola, American Express et bien d'autres. Face à elle, ses principaux concurrents sont d'autres géants des conglomérats comme Alphabet et General Electric, ou des fonds d'investissement comme BlackRock et Vanguard. Cependant, peu d'entreprises peuvent rivaliser avec sa structure unique et sa capacité à générer de la valeur sur le long terme. Parmi ses principales forces, on peut citer son portefeuille diversifié, sa gestion prudente et la vision à long terme de Buffett. Sa solidité financière est également un avantage clé, lui permettant de traverser les crises économiques sans difficulté majeure. Mais Berkshire Hathaway n'est pas sans défi. Son immense taille rend sa croissance future plus difficile et la dépendance à Warren Buffett soulève des questions sur l'avenir après son départ. Malgré ces défis, Berkshire Hathaway reste une référence en matière de gestion d'entreprise et d'investissement, une véritable institution dans le paysage économique mondial. Salut, c'est Max et sur cette chaîne, je t'aide à mieux comprendre les marchés boursiers. Sans plus attendre, on va commencer l'analyse de cette entreprise, mais juste avant, tu verras que si tu t'intéresses à Berkshire Hathaway, tu verras qu'il existe deux tickers sur les places de cotation, le BRK/A et le BRK/B. En gros, ces deux tickers sont bel et bien des propriétés de l'entreprise. Donc que tu investisses sur l'une ou sur l'autre, tu seras bien propriétaire de l'entreprise. Il y a cependant quelques subtilités. La première, ça va être au niveau du prix. En gros, les actions BRK/A, donc c'est vraiment les actions originelles à l'introduction en bourse de Berkshire Hathaway, et elles s'échangent actuellement à 688 000 $. Tandis que les actions BRK/B, donc c'est des actions qui ont été créées un peu plus tard, elles s'échangent à 458 $. Donc là déjà, on voit une différence notable. Cependant, la principale différence, ça va pas être au niveau de leur prix, mais principalement au niveau des droits de vote. En gros, si tu investis dans une action BRK/A, une action BRK/A te donne un droit de vote dans l'entreprise. Tandis qu'une action BRK/B te donne uniquement 1/10 de droit de vote dans l'entreprise. Donc en gros, pour résumer, les actions BRK/A sont principalement réservées aux institutionnels ainsi qu'aux gros investisseurs qui vont pouvoir du coup agir directement sur l'entreprise grâce à leur vote. Tandis que les actions BRK/B vont, elles, être réservées principalement aux petits investisseurs, aux particuliers comme vous et moi. Donc maintenant, si on regarde au niveau de la performance de l'entreprise, comme on peut le voir déjà, donc nous on va regarder principalement BRK/B, on va même pas regarder BRK/A. Donc pour BRK/B, l'action, qu'est-ce qu'elle a fait? Au cours des 5 dernières années, elle s'est appréciée de 117% et au cours des 10 dernières années de 232%. Si on compare à son indice de référence qui est le S&P 500, lui il n'a fait que 82% et 174%. Donc là, autant dire que Berkshire Hathaway a superformé son indice. Et si on regarde depuis le début de la cotation de Berkshire Hathaway comparé à l'indice S&P 500, Berkshire Hathaway a fait plus 1878%, tandis que l'indice n'a fait que plus 400%. Donc autant dire que si tu avais investi sur l'entreprise Berkshire Hathaway, pour l'instant, tu t'en serais plutôt bien sorti. Maintenant, la première chose qu'on va faire lorsque j'analyse moi une entreprise, je regarde toujours son endettement. L'endettement, c'est vraiment primordial. Dites-vous bien que si tu investis dans une entreprise qui n'est pas du tout endettée ou qui a une dette maîtrisée, toi en tant qu'investisseur, tu te dis que tu investis dans une entreprise qui a peu de chances de faire faillite. Donc, toi, si tu investis ton argent, tu as donc peu de chances de perdre l'intégralité de ton investissement. Et donc, comment on va regarder si la dette est maîtrisée ou non? On va regarder deux indicateurs qui sont
la dette long terme et la dette nette. Et on va vouloir que ces deux indicateurs puissent être remboursés en moins de 5 années de free cash flow. Donc en gros, moi ce que je fais, je prends mon free cash flow moyen là, au cours des 5 dernières années qui est de 26 milliards 50 et je vais le multiplier moi par 5. Ça va me donner ici 132 milliards 5. Donc on va arrondir à 133 milliards. Donc ce que je veux, c'est que la dette long terme et la dette nette soient inférieures à 133 milliards. Si je vais ici déjà dans son bilan comptable et on descend tout en bas au niveau de sa dette long terme, on a ici 222 milliards. Donc là, aïe, on est au-dessus. Si je fais ces 222 divisé par les 26 milliards 50, ça correspond à 8,3. Donc en gros, il faudra à Berkshire Hathaway un peu plus de 8 années pour rembourser sa dette long terme. Ok, maintenant au niveau de sa dette nette, donc relativement simple à calculer, il faut juste faire la différence entre sa valeur d'entreprise et la capitalisation boursière. Donc rapidement pour t'expliquer ces deux métriques, la capitalisation boursière, c'est si quelqu'un décidait de racheter l'intégralité des actions en circulation, il aurait donc à débourser 989 milliards de dollars pour être propriétaire à 100% de l'entreprise. Et la valeur d'entreprise, c'est si un investisseur souhaitait racheter l'intégralité des actions en circulation et en plus se débarrasser de toute la dette. Dans ce cas-là, il aurait à débourser là 1210 milliards de dollars. Donc, si je fais mes 1210 moins mes 989, on a ici 221 milliards, on est encore une fois au-dessus de mes 133 milliards. Si je les redivise par mes 26,50, ça nous donne 8,33, voilà, donc que ça soit la dette nette ou la dette long terme, il faut un peu plus de 8 années à l'entreprise pour la rembourser. Pour rappel, moi j'aime vraiment que ça soit inférieur à 5 années, cependant je tiens quand même à mettre en perspective que Berkshire Hathaway, une majorité de ses activités sont liées à l'assurance. Et en gros, ce qui se passe dans les assurances, c'est que toutes les primes versées par les assurés sont comptées en tant que passifs. Donc c'est principalement pour cette raison que les compagnies d'assurance ont généralement en fait des bilans comptables pas si ouf que ça. Sauf que là, je me dis, allez, entre 8 et 9 années pour rembourser l'intégralité de ses dettes long terme et sa dette nette. Je pars du principe ici que la dette de Berkshire Hathaway est maîtrisée. Donc pour ici, je vais lui donner mes 2 points. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est au niveau de sa croissance. On veut que l'entreprise soit toujours en croissance d'année en année. Donc, on va regarder au niveau de son chiffre d'affaires. Il est passé, lui, de 261 milliards à 402 milliards. Ok, un nouveau bon point. Au niveau de son résultat net, lui, il est passé de quasiment 29 milliards à 68 milliards. Ok, c'est parfait. Encore une fois, un nouveau bon point. Et ensuite, au niveau de son free cash flow, lui, il est passé de 22 milliards à 32 milliards. Ok, c'est parfait. Il y a toujours ici une croissance dans cette entreprise. Donc là, on va rajouter 3 points supplémentaires. Maintenant, on va regarder au niveau de ses indicateurs de rentabilité. Donc pour ce faire, on va regarder à la fois déjà ses marges. Donc comme on peut le voir ici, les marges de l'entreprise, les marges brutes, tiens, on n'a pas réussi à les calculer, ok, c'est étrange. Cependant, au niveau de ces marges nettes, elles tournent aux alentours des 16 à 17%. Ok, c'est plutôt pas mal. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment des entreprises avec des marges supérieures à 10%. Donc, encore une fois, un nouveau point. Et au niveau de ces indicateurs de rentabilité, là, le ROA, ROE et ROIC, donc là, pour le coup, on est inférieur à ce que je recherche. J'aime investir dans les entreprises qui ont ces indicateurs supérieurs à 12,5%. Donc là ici ce n'est pas le cas, donc on ne mettra pas de points là-dessus. Maintenant, la dernière métrique qu'on va regarder, ça va être vraiment le nombre d'actions en circulation, qui est une métrique très importante puisqu'elle va permettre de savoir si toi en tant qu'actionnaire tu es dilué ou non. Donc on va vraiment vouloir que cette métrique soit stable dans le temps ou au mieux en diminution. Donc, si on regarde, en 2019, il y avait 2,45 milliards actions en circulation. Cette année, 2,16 milliards. Ok, c'est parfait. L'entreprise rachète régulièrement ses actions. Donc, par rapport à tout ce qu'on voit, c'est plutôt pas mal. Au niveau de sa valorisation, donc là, l'entreprise a un PER au cours des 5 dernières années de quasiment 17, de cette année de 14, entre 14 et 15. Et au niveau de son PCF, il est de 37 au cours des 5 dernières années et de 30 au cours de cette année. Ok, donc là, en gros, si on se fie au PER, on pourrait penser que l'entreprise est plus ou moins correctement évaluée. En revanche, si on se fie au free cash flow, là on peut penser que l'entreprise serait surévaluée. Et l'entreprise ne verse toujours pas de dividendes. Alors autant vous dire que tant que Warren Buffett sera à la tête de cette entreprise, il n'y aura aucun dividende de versé.
Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai déjà dit, le dividende, ce n'est pas la meilleure façon de récompenser l'actionnaire. Donc investir dans ce genre d'entreprise, si ton but c'est de capitaliser sur tes actifs, c'est la meilleure chose qui pourrait t'arriver. Donc en gros, si on récapitule, l'entreprise là coche 7 de nos métriques. Donc on lui donnerait un 7 sur 10, donc ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va vouloir savoir, c'est à quel prix acheter cette entreprise. Donc on va regarder dans un premier temps, ce que pensent déjà les analystes. Déjà, ils s'attendent à une croissance de son bénéfice par action, ok, passant de 30 000 $ à 43 000 $, ok, et une croissance ici de son chiffre d'affaires passant de 380 milliards de dollars à 398 milliards de dollars, ok. Donc ici des augmentations pas forcément si importantes que ça. Donc maintenant on va utiliser un outil qui va nous permettre de savoir à quel prix acheter cette entreprise. Mais juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire, tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons et en plus ça permet de nous soutenir. Donc au niveau de cet outil, comme vous le savez, moi je réalise des estimations sur 10 années parce que je suis un investisseur relativement long terme. Et je vais réaliser 3 types d'estimations, des estimations faibles, on va dire réalistes et optimistes. Donc voici l'ensemble de ces estimations. Si j'analyse, ça me donne quoi? Voilà, ça me donne ces chiffres. Donc comme vous le voyez, il y a vraiment une différence en fait entre les estimations qui se fient aux marges sur le free cash flow ou aux marges nettes. Moi d'habitude, je me fie principalement aux marges sur le free cash flow, sauf pour 2 types d'entreprises qui sont les compagnies d'assurance et les entreprises dans le secteur bancaire, où là le free cash flow n'a pas forcément beaucoup de raison d'être et on va plus vraiment se fier sur le résultat net. Donc pour ma part, en se fiant vraiment sur le résultat net, on peut voir que actuellement, si tu penses que les estimations moyennes ou hautes se réaliseront, dans ce cas-là, tu peux acheter l'entreprise à son prix actuel et tu réaliserais au minimum un rendement de 9%. En revanche, si tu penses que c'est les estimations basses qui se réaliseront, dans ce cas-là, il faudrait attendre que l'entreprise chute à 415 $. Donc comme on peut le voir, là actuellement, l'entreprise Berkshire Hathaway semble plus ou moins bien évaluée. Cependant, là, on ne se met aucune marge de sécurité et donc personne ne peut prédire le futur. Donc si ces estimations ne se réalisent pas, dans ce cas-là, vous réaliserez des rendements inférieurs à ces 9%. Donc c'est pour ça qu'il est très important de se fixer des marges de sécurité. Pour ma part, je mets minimum du 12, 13,5 et 15. J'analyse et là, c'est plus du tout pareil. Donc là, en gros, si tu penses que les estimations hautes se réaliseront, dans ce cas-là, tu pourras réaliser 15% de rendement si tu achètes l'entreprise à moins de 475 $. En revanche, si tu veux réaliser au minimum du 12%, il va falloir attendre que l'action de l'entreprise chute à ces 338 $ si tu penses que les estimations basses se réaliseront. Donc voilà, c'était Maxime. N'hésite pas toi à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette entreprise. Est-ce que tu es investisseur ou non? Et justement, qu'est-ce que tu en penses du fait que aujourd'hui, les principales décisions de Berkshire Hathaway sont prises par Warren Buffett? Mais on le sait tous, Warren Buffett a plus de 90 ans, donc il est relativement âgé. Et donc, d'ici quelques années, il y a de grandes chances qu'il ne soit plus le décisionnaire de cette entreprise. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!